Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, mettez-vous d'accord aujourd'hui avec Alexandra Spinner, conseillère LR de Paris, enfin d'Île-de-France même, oui, c'est plus large. Jackie Isabello, communicant et chef d'entreprise. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Et Éric Tegner, journaliste et directeur de la rédaction de Livre Noir. On va parler de la limitation des mandats présidentiels, de Gérald Darmanin qui souhaite l'expulsion des logements sociaux des délinquants qui sont auteurs de violences urbaines. Et puis on reparlera aussi de l'abaya, puisque une lettre a été envoyée au proviseur pour demander à ce que ces élèves qui ne se conformeraient pas à ce qui a été voulu par le ministère ne soient pas admis dans les établissements. On continue rapidement notre tour de table. Éric Tegner, vous, c'est un coup de cœur ? Exactement, c'est un coup de cœur que j'ai eu en lisant l'Express, vous savez, avec ce fameux dîner entre Emmanuel Macron et les chefs de parti, où on a vu deux personnes qui ont posé la question à Emmanuel Macron en lui demandant de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Alors vous le savez, Valérie, cette idée justement de dénoncer cet accord franco-algérien qui permet aujourd'hui aux Algériens de disposer de nombreuses facilités pour venir en France par rapport aux autres étrangers, beaucoup ne le savent pas, a été proposé il y a 4 mois par rien de moins que l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, dans une note publiée par le prestigieux think tank Fondapol de Dominique Régnier. Alors dans un contexte extrêmement tendu entre Paris et Alger, cet ambassadeur de renom a appelé à mettre fin à ce dispositif désormais passé qui permet par exemple d'exonérer tous les Algériens des futures dispositions de la loi immigration de Darmanin, on ne le dit pas assez, si loi il y a tant elle temps à être reportée. Alors depuis, cette idée en 4 mois a fait florès. Elle a largement été reprise par les députés LR, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Marion Maréchal, Jordan Bardella, jusqu'à Nicolas Sarkozy, il y a 10 jours dans le Figaro magazine. Alors une seule personne évacue sans cesse le sujet, c'est Emmanuel Macron, étonnamment dérangé par cette proposition qui ne cesse de revenir. Quel plaisir pourtant j'ai eu de constater la constance des oppositions sur ce thème et leur ténacité, il faut le souligner, parce qu'on apprend ainsi dans l'Express, qui révèle les choses qu'il ne fallait pas révéler lors du fameux dîner entre Macron et les oppositions, qu'Éric Ciotti, le patron de LR, et Édouard Philippe ont demandé au président cette dénonciation. Est-ce que c'est le début d'un axe horizon LR sur le sujet à l'Assemblée nationale ? On le verra, mais sans surprise, Macron a encore choisi Alger au détriment de la France et de nos intérêts, y compris internationaux. Alors, une réaction ? Moi, je découvre aussi. Non mais, oui, Nicolas. Je pense qu'il y a de la politique politicienne derrière tout ça et le débat est toujours constructif. Il faut aussi dire que cet accord de 1968, et c'est pas pour défendre l'équilibre de cet accord, c'est aussi un accord qui, en échange effectivement d'un certain nombre de facilités pour faire venir de la main-d'œuvre algérienne, parce qu'il s'agissait de ça à l'époque, en France, facilités qui bénéficiaient également au patronat français, il faut le dire, qui en avait grandement besoin. Il y a aussi en échange un certain nombre de points sur l'approvisionnement en matières premières. Et je rappelle que nous courtisons depuis quelques mois de manière très très difficile le gouvernement algérien, notamment pour des questions d'approvisionnement en gaz, et que sur ce sujet nous nous sommes même fait coiffer sur le poteau par l'Italie. Donc le sujet est un petit peu plus global et un peu plus complexe que la manière nécessairement politique dans lequel vous le présentez. Il faut savoir qu'en 1968, quand ce dispositif a été fait, c'est parce qu'à l'époque, on pensait que les harkis, justement, allaient rester en Algérie et que du coup, il fallait faciliter la venue d'Algérie à la France. On a vu finalement que les harkis étaient complètement partis. Et moi, je suis désolé. Aujourd'hui, il y a à peu près 11% des étrangers en France qui sont algériens. Sur le projet de loi immigration, je pense que quand les gens ils pensent à ça, ils pensent aussi comment légiférer par rapport aux Algériens. Parce que c'est aussi une communauté qui pose plus de problèmes que d'autres, alors que par exemple les Bangladais qui sont la première venue d'immigration aujourd'hui en France, on n'en parle jamais parce qu'ils ne posent pas de problème. Dans le projet de loi immigration de l'année prochaine, si cet accord n'est pas dénoncé, ça commencera en disant toutes les dispositions de cette loi immigration ne concernent pas tous les Algériens en raison de cet accord de 1968. Et c'est pour ça aussi, ce que je comprends pas, c'est qu'Emmanuel Macron
On l'a vu dans Le Point, il a été interrogé il y a 2 semaines. Il a évacué en disant « on entend tout et son contraire sur le sujet ». Ça a pris 2 lignes et c'est la même chose qu'il a fait lors de ce dîner. Alors, rappelons-le, l'Algérie est aux mains aujourd'hui des Russes et de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, si, parce que lorsqu'Emmanuel Macron justement a essayé de négocier avec eux et que les réunions ont été annulées justement avec le président Tebboune, dans la foulée, le gouvernement algérien d'ailleurs avait soutenu les émeutiers, avait dénoncé la France via le ministre des Affaires étrangères, et on sait très bien qu'il venait tout juste de rencontrer Vladimir Poutine. Donc moi, c'est quelque chose qui me surprend, à quel point Emmanuel Macron, alors qu'il y a un consensus des oppositions et même d'une partie de son gouvernement sur ce sujet, est aussi frileux. Oui, vous l'avez dit vous-même, il y a des intérêts économiques qui sont... Je pense que c'est un problème de communauté. Vous savez, c'est intéressant d'ailleurs dans la note de Xavier Driancourt. Il dit, lorsqu'on est ambassadeur de France en Algérie, on ne gère pas seulement nos intérêts internationaux, mais on gère aussi nos intérêts nationaux de politique intérieure. Évidemment. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. Et alors qu'on veut contrôler l'immigration aujourd'hui, pourquoi on continuerait à faire preuve de dispositifs ? Il faut savoir par exemple que sur la naturalisation des Algériens qui sont en France, il n'y a absolument pas l'obligation de montrer qu'on est intégré. Ça fait partie des dispositifs de cet accord. À quel moment on va interdire la baïa ? On va dire qu'il faut aujourd'hui que les gens s'intègrent et qu'on va dire, en revanche, il y a toute une population, les Algériens, sur qui on ne peut pas légiférer. Mais vous ne pouvez pas effacer d'un trait une histoire de France compliquée qui fait que nécessairement les liens entre la France et l'Algérie sont différents des liens entre la France et d'autres pays. Il y a une histoire récente, dramatique, tragique, d'ailleurs, qu'on n'a toujours pas... soldé, y compris politiquement ou culturellement, qui fait qu'effectivement ces liens sont particuliers. Mais juste un point, c'est quand même toujours un peu dangereux de regarder les questions géopolitiques uniquement sous un seul prisme. Celui que vous avez choisi étant celui de l'immigration, je ne pense pas qu'il explique l'intégralité des problématiques de relations entre les 2 États. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne se sont approchez-vous du micro. Ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne se sont attachés à tenter de rentrer dans la suppression. C'est pour ça que c'est la nouveauté depuis 4 mois, c'est qu'il y a un consensus sur ce sujet. On pourrait aussi parler de la coopération sur la lutte contre le terrorisme entre les 2 pays, qui est une réalité. Qui est plus qu'une réalité. Et puis la place de l'Algérie sur la sécurité. Oui, mais alors qu'on est en train de perdre pied en Afrique, l'Algérie est beaucoup moins importante dans le dispositif. Ce que je vous dis, c'est que dans votre analyse, prenez peut-être plusieurs critères. Ce que dit Emmanuel Macron, dans ce qui est proposé aussi par les oppositions, c'est de dire de le dénoncer. Comment fonctionner ? En disant, écoutez, par exemple, aujourd'hui on doit renégocier cet accord, on se donne jusqu'au mois de février 2024. Si jamais il n'y a aucune négociation qui est faite, on le dénonce. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc à un moment donné, si Emmanuel Macron il veut justement être dans un véritable rapport de force et éviter juste de croire que par des incantations, on va le respecter, c'est justement à travers cet outil qu'il devrait le faire. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui étaient ambassadeurs, il y a des gens qui étaient Premier ministre, il y a des gens qui étaient présidents de la République, qui le disent et qui le reconnaissent. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, monsieur Rosès, ça fait des années que cet accord n'a jamais été condamné. Et en fait, ça surprend tout le monde. Je pense que nos auditeurs sont choqués en l'entendant, en se disant qu'à chaque fois qu'on parle d'immigration, on ne parle pas des Algériens, alors qu'en majorité, quand on parle d'immigration, quand les Français parlent d'immigration, ils pensent que ça concerne justement les Algériens. Ouais. Et donc le président, si j'ai bien compris, a opposé une fin de non-recevoir, enfin en tout cas... Il a éludé le sujet. Il l'élude. Ça veut dire que depuis le début, il l'élude en permanence en fait. Moi, c'est ça qui me surprend dans Le Point. Ouais. C'est le où il fait pourtant des dizaines de lignes. Avant-hier, quand on... Il a éludé. C'est ce que rapporte l'Express à un moment donné. Et donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... il y avait notamment des confidences qui disaient que c'était possible que sur la loi immigration, il y ait un amendement commun entre LR et le groupe Horizon d'Édouard Philippe, qui a fait la une de l'Express sur justement la dénonciation de cet accord. On va voir si justement ils vont jusqu'au bout là-dessus. En tout cas, moi je pense que pour 2027, c'est une proposition qui, pour le coup, je ne vois pas comment Édouard Philippe et LR, après s'être autant engagés sur cette question-là, pourrait revenir dessus pour la prochaine élection présidentielle. Là, ça sera intéressant parce que ça concernera vraiment. Parce qu'un entendu, vous savez, quand on parle aujourd'hui de xénophobie, en fait, il faut arrêter. Le problème, c'est qu'en fait, on s'interdit aujourd'hui de nommer les choses en choisissant ce qu'on peut appeler l'immigration choisie, c'est-à-dire qu'en considérant qu'il y a des pays qui posent moins de problèmes quand on accueille justement leurs citoyens que d'autres. Jackie, Isabello, vous aviez un... Alors, on va faire la pub d'abord, parce qu'il est 11h13, mais vous l'aurez... Vous vous sortez. C'est la pub, et puis après, on aura votre coup d'inquiétude. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Alors, avant de commencer, on a commencé un petit peu à débattre. Jackie Isabello, vous aviez, vous, un coup d'inquiétude. N'oubliez pas m'appeler Nicolas Sarkozy. Non. Surtout, je l'imite très très mal. Oui, non, j'ai une inquiétude. Dans un an, comme tous les Français le savent, nous accueillons les Jeux Olympiques. Un des sujets principaux, c'est la sécurité de nos concitoyens, mais également de l'ensemble des touristes qui vont venir en France. Nous avons décidé d'innover et de faire une grande cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine. Et depuis plusieurs années, les représentants professionnels du secteur de la sécurité privée de la personne dénoncent ce problème, c'est que l'État n'est pas capable de mettre en place les structures pour que les opérateurs privés recrutent des personnels fermés, en faisant une chose très compliquée, leur offrir des salaires qui soient attrayants, puisque la demande aujourd'hui, elle vient de l'État pour assurer la sécurité. Et à un an, ces professionnels-là continuent de dire, nous avons besoin de 20 000 personnes, des personnes qui ne sont pas des vendeurs à la sauvette, donc sur lesquelles on doit faire des enquêtes de moralité. Nous n'arriverons pas à avoir ces 20 000 recrutements en faisant les bonnes enquêtes. Et le risque, c'est qu'il y ait une pénurie de personnel formé lorsque le monde entier se déversera sur les bords de Seine, mais également sur le territoire entier. Voilà. Et je voulais alerter là-dessus parce que vous avez des gens comme Pierre Brageux, vous avez tout un tas de gens qui représentent les professionnels de la sécurité privée qui le hurlent depuis 2-3 ans. Et les choses n'avancent pas. J'aimerais qu'on en soit conscient, parce que nous en parlions avec Alexandra tout à l'heure. Certes, on sera devant notre télé, parce que nous n'avons pas les moyens de nous payer un ticket pour être sur les bords de notre scène, et on sera angoissé à l'idée que quelqu'un puisse sortir de la foule et fasse l'irréparable, parce que en situation ouverte, vous savez que les professionnels de la sécurité, et là non pas les professionnels de la sécurité privée, mais les professionnels de la sécurité publique qui seront 35 000 mobilisés, eux aussi sont assez angoissés par cette perspective. Inquiets, et puis de pas... Qui va être recruté? Parce que c'est le sujet. C'est le niveau de qualification de ceux qui sont... Ils ont réduit l'exigence de qualification. On fait une première enquête. Après, l'État doit faire une deuxième enquête. Ça va prendre un temps considérable. Et à la fin, on va ripolliner la situation. Et on aura peut-être des gens qui ne seront pas formés au détriment des gens qui vont venir chez nous. Voilà, je ne ressortirai pas l'antienne de dire regardez ce qui s'est passé lors de l'organisation de la finale de la pas former, c'est une chose, je vais aller plus loin, et délinquance en est une autre. C'est-à-dire d'avoir des l'enquête de moralité qui ne sera pas suffisamment... Qui seront là, qui seront engagés comme agents de sécurité et qui, au-delà de ne pas avoir la formation, seront des gens malveillants. Parce qu'à ce stade, il faut faire 2 enquêtes, c'est-à-dire que l'organisme, le CNAPS, peu importe ce que veut dire l'acronyme, fait une première enquête de moralité, puis... la puissance publique fait une seconde enquête de moralité, et en moins d'un an, autant vous dire que ce sera quand même compliqué. C'est-à-dire qu'on vérifie vos antécédents, et comme peuvent le faire les professionnels de ce secteur-là, regardez si vous n'avez pas eu des relations qui seraient des relations condamnables pour nous, en tout cas risquées. On y croit moyen, non? Surtout aussi, ça va être potentiellement une formation accélérée avec pleine d'expérience pour certaines personnes qui après pourront justement véritablement passer sur des actes de délinquance. Là-dessus, c'est inquiétant. Ça montre toujours à quel point on a une incapacité en fait à anticiper ce genre de choses, et qu'à chaque fois, la seule réponse qu'on a, parce qu'on n'arrive pas à gérer, c'est le nombre d'effectifs ou c'est la rémunération. Moi, c'est toujours le même type de réponse sur lequel en fait on ne pose jamais. C'était notre sujet de tout à l'heure aussi sur l'accompagnement des personnes handicapées, etc. Parce qu'on n'ose pas la poser. La question de la qualité, tout simplement, des personnes qu'on prend. Et le fait est aujourd'hui qu'il y a une qualité globale qui baisse, parce qu'il y a une qualité globale aussi de niveau d'éducation des Français aussi qui baisse. On aura le temps, je pense, d'en reparler. Gérald Darmanin a demandé au préfet une fermeté systématique pour expulser des logements sociaux les délinquants auteurs de violences urbaines. Il a précisé: nous vous demandons de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser ces délinquants des logements sociaux qu'ils occupent. Est-ce que c'est possible déjà? On avait déjà évoqué cette question d'un point de vue légal, c'est-à-dire que quand quelqu'un, peut-être que vous le savez, Alexandra Spinner, quand quelqu'un est logé
dans un HLM, on ne peut pas l'expulser ou il faut le reloger. Alors, le problème, c'est quand même on est dans un état de droit. Donc, ce n'est pas à ce jour une cause juridique d'expulsion. Surtout, par exemple, si le titulaire du bail n'est pas celui qui a causé le trouble. C'est ça le sujet. Mais évidemment, moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on soit plus ferme dans ce domaine, parce qu'il faut voir. Ça veut dire qu'un mineur ou même un majeur délinquant, mais qui n'est pas titulaire du bail, il faudrait expulser sa famille. Oui, ça me paraît très compliqué. Je vois d'un point de vue légal. La majorité des émeutiers, par exemple, de juin, étaient des mineurs. Matin, les ministres citent l'article 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que la commission d'un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d'habitation constitue une atteinte à l'usage paisible de son logement. Donc, à l'aune de ce dispositif législatif et réglementaire, puisqu'il semble y en avoir deux, eh bien, il semblerait qu'il y ait possibilité d'envisager de telles mesures. Le président de la République parle de recivilisation. C'est un thème intéressant. Hein. On constate tous que face à l'autorité, face aux autorités au pluriel, eh bien, notre société a un problème. Il est urgent que les hommes et les femmes politiques soient en capacité de réaffirmer qu'il y a des choses qui sont intolérables. Et eh bien, on a cette expression populaire de dire il faut de temps en temps porter atteinte au porte-monnaie. Eh bien, d'aller, en tout cas, questionner la légitimité du logement de familles qui nourrissent une délinquance au sein de leur foyer, c'est quelque chose qui en tout cas est intéressant. Et après de se dire pourquoi Gérald Darmanin, et je conclurai là-dessus, eh bien Gérald Darmanin, il a des ambitions politiques, et tant mieux l'ambition politique. C'est très important pour un pays qu'on ait des gens qui soient bien formés, qui connaissent nos concitoyennes et concitoyens, et bien que lui qui a alerté sur le fait que les classes moyennes et populaires sont en train d'être séduites par un vote extrême, tente de montrer que lui, il est capable d'apporter une réponse. Voilà. On va parler de l'aspect politique après, mais d'un point de vue... Non, mais Monsieur Darmanin ne vient pas d'arriver aux affaires, pardon, mais il se soucie soudain des classes populaires. Je rappelle quand même que le premier des droits, c'est la sécurité. Et ceux qui sont victimes des troubles sont toujours évidemment les plus fragiles. Donc je suis ravi que M. Darmanin découvre cela. Voilà. Mais évidemment, l'attention est louable et je ne peux que la saluer. Mais voilà, il faut aussi voir si c'est pas seulement un effet de communication. Oui, parce que d'un point de vue, c'est pour ça que j'ai commencé, on va revenir sur l'aspect politique, que j'ai commencé par l'aspect légal, c'est-à-dire dans quelle mesure cette demande qui a été faite au préfet est possible. Je vois que, en fait, le préfet, ce n'est pas le préfet qui ordonne une expulsion, mais c'est une décision de justice. Donc on est le non-paiement des loyers, le trouble de voisinage. Et c'est le bailleur social, en l'occurrence, qui en prend l'initiative et non pas le préfet. Je veux dire, là-dessus, M. Darmanin fait de la politique politicienne. Ça me rappelle le débat concomitant sur la suppression des aides sociales pour les familles de délinquants. En France, il faut rappeler les principes. Vous parliez de l'état de droit. Je veux dire, le fils, la fille, le frère, la sœur d'un délinquant n'a pas à pâtir dans sa situation individuelle des faits de son père, de son frère ou de sa mère. C'est un principe d'individualisation des droits. Moi, je veux bien allons-y. Monsieur Darmanin responsabilisation des parents. Peut-être qu'ils y réfléchiront. Mais il n'y a pas que les parents. Si votre frère qui habite dans le logement est un dealer, on va pas mettre la famille à la rue et mettre en situation de difficulté intense sociale. Parce qu'on en fait quoi ensuite ? C'est bien gentil. Il refile la patate à qui, Monsieur Darmanin, à son domaine des affaires. Ce qu'on en fait, le logement donne à quelqu'un. Vous voulez renvoyer en Algérie. Mais au-delà de ça, vous avez vu tout de suite, en fait. Au-delà de ça, si vous me dites aujourd'hui qu'il n'y a personne qui a besoin de logement, qu'il n'y a personne dans la rue, moi, ma seule réponse que j'étais en train de vous dire, c'était pas la blague que vous venez de faire. La réponse que j'étais justement en train de vous dire, c'est que ce logement, au moins, on l'utilisera pour quelqu'un qui est dans la rue, qu'on n'aide pas aujourd'hui, qu'on a abandonné et qui va pas poser de problème. Qu'est-ce que vous faites de la sœur ? Elle a une famille, elle a des enfants, pour des enseignants, pour des infirmières, pour des policiers. Qu'est-ce que vous faites de la sœur ? Qu'est-ce que vous faites de la sœur qui est scolarisée, qui est mineure et qui se retrouve à la rue ? Non, mais moi, je pose une question responsable publique. Mais quelle responsabilité vous avez d'élever vos enfants et qu'ils ne soient pas délinquants ? Je ne parle pas que des parents, il n'y a pas que les parents qui sont concernés. Vous réalisez bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand les parents ne payent pas un loyer, ils sont expulsés, vous savez. Moi, je crois qu'il faut continuer. Je suis désolé, moi, si quelqu'un a des problèmes économiques, il est expulsé.
D'accord. En fait, dans ce cas-là, faites pousser une loi qui dirait qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus expulser personne des logements. On voit des familles qui sont très bien, qui sont respectables, qui ne posent pas de problème, qui sont expulsées parce que justement, avec l'inflation galopante, ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Et de l'autre côté, on va dire, ah oui, mais en revanche, tous ceux qui ont des enfants où ils savent pas les gérer, où justement, ils vont casser également le mobilier des autres à côté, parce que moi, je vous parle des familles voisines dans les HLM. Je connais vos arguments. Sur cette loi, justement, sur cette disposition de Darmanin, elle est portée notamment par Sabrina Agresti-Roubache, qui est une élue de Marseille, qui est la ministre chargée du logement, qui vient des quartiers populaires, des quartiers défavorisés de Marseille. Donc à un moment donné, elle connaît très bien le sujet, mieux que vous, mieux que moi. Jusqu'à preuve du contraire, le droit est le même pour tous. Donc est-ce que vous accepterez demain que, étant locataire d'un bail social, votre fils, en sortant de boîte de nuit, commet un refus d'obtempérer ou crée un trouble à l'ordre public, voire une infraction pénale, et à ce moment-là que vous retrouverez vous-même à la rue. C'est ça le sujet. Non mais c'est intéressant. C'est la complexité. Oui mais Madame Spinner, la loi est la même pour tous dans ce pays. On peut, sur le principe, on a raison. On doit s'interroger, et la prise de position de Gérald Darmanin, elle est intéressante. Après, du point de vue du droit, Nicolas a raison, et c'est toujours ce qu'on a à résoudre comme quadrature du cercle, de dire qu'il y aura toujours un Conseil d'État, ou alors on ne s'appelle plus la France. Non mais Eric, on est d'accord. On va marquer une pause et puis on va reprendre il faut résoudre ça, et surtout il faut que les citoyens acceptent qu'on doit trouver une solution pour répondre à deux constats qui sont des constats qui sont tout à fait réels. C'est comme fermer des commerces. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. C'est un débat passionné que nous avons lancé suite aux déclarations de Gérald Darmanin, déclaration politique, extrêmement politique s'il en est. Il réclame une fermeté systématique pour expulser des logements sociaux les délinquants des auteurs des violences urbaines. Alors on a continué à débattre pendant la pub, et effectivement il faut revenir peut-être à l'aspect politique, puisqu'on voit bien que sur le fond c'est extrêmement compliqué, et que ce qu'il faudrait, c'est appliquer la loi, c'est-à-dire expulser les familles auteurs de troubles. Valérie, vous avez raison. Sur le fond, je pense que tout le monde est exaspéré par les incivilités qui se sont multipliées, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Jérôme Fourquet, je ne sais plus quand, dans un grand magazine, revenait sur la manière dont on a institué finalement l'enfant roi, le client roi, qui fait que on conteste tout et son contraire. Ça s'est installé un petit peu partout. On n'a plus le rapport avec le gars qui disait t'as raison, mais c'est corvée de chiottes, c'était le service militaire. Vous voyez. Donc tout ça, ces délités et toutes ces incivilités, on ne les supporte plus personne ne les supporte. Non. Et nous avons un problème pour apporter une réponse, comme le disait Nicolas, qui est un juriste, une réponse juridique, parce que notre pays s'honore d'avoir une réponse juridique qui est à la hauteur de son histoire. Eh bien, à un moment, on arrive dans une espèce de trou noir où on est tous d'accord sur le constat. Mais le droit à côté met en face un Conseil d'État qui va tout retoquer, des règles de droit qu'il faut faire évoluer, et on sait que ça prend du temps. Et entre-temps, quand c'est flou comme ça, eh bien, on peut avoir des réponses politiques, des exaspérations politiques qui ne sont pas forcément celles que la majorité a. Mais le problème, il est quand même là. Et la réponse juridique, on doit la prendre en compte, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais déjà, si nous appliquons très fermement la clause d'expulsion pour les troubles causés par les délinquants, déjà, ce sera un progrès. Ce qui est avancé, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. L'application de la loi. Mais il y a besoin d'un soutien. On viendra tout à l'heure sur la question de l'abaya. Il ne s'est pas contenté d'appliquer une loi qui date de 2004. Il ne s'est pas contenté de faire passer une circulaire. Il a également, Attal, joint un courrier aux professeurs pour que les professeurs puissent utiliser ce courrier aussi pour se couvrir, parce qu'il y a la question des menaces. À un moment donné, peut-être que le bailleur, il aura peur de se retrouver dans les quartiers nord de Marseille et d'aller voir le dealer au 5e étage en lui disant monsieur, vous sortez. Donc il faut justement, ce qui est intéressant dans la démarche de Gérald Darmanin et de Sabrina Agresti-Roubache, c'est de dire on va être ferme vis-à-vis d'eux. Maintenant, c'est comme d'habitude. Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout ? Est-ce que voilà, on l'a vu sur les soulèvements de la terre, Darmanin, il s'est fait rembarrer, mais il va continuer, il va essayer de trouver un moyen. Ça arrive souvent
qu'à un moment donné, on l'a vu sur la question du burkini, le Conseil d'État au début peut être plutôt contre, après finalement il est pour. C'est une histoire, c'est une question de rédaction des textes, etc. La clé, ça va être le suivi. Et d'un point de vue politique, je pense que Darmanin, il a la pression. Lors de sa rentrée politique, moi j'étais, il y avait Elisabeth Borne qui lui a clairement dit, en fait, vous avez jamais eu autant de moyens pour le ministère de l'Intérieur. Ce qui compte aujourd'hui, c'est les résultats. Donc Darmanin aujourd'hui, il est tenu aux résultats. J'espère qu'il en a conscience en lançant cela. En tout cas, je pense qu'il est tenu d'aller jusqu'au bout. Oui, il y a un sondage ELAB qui est intéressant par rapport à la situation de Gérald Darmanin. On voit que Gérald Darmanin est un homme politique que l'opinion publique, quelques courants, repèrent comme un candidat sérieux pour l'élection de 2027, et en même temps, la même opinion publique considère qu'il a un très mauvais bilan en tant que ministre de l'Intérieur. Donc on voit bien la gesticulation du ministre qui sent bien que le vent peut porter, mais qui en même temps a un boulet qui est quand même son bilan. Il est comptable de son bilan. Je rappelle quand même que dans l'histoire de la Ve République, aucun ministre de l'Intérieur ne serait resté en fonction après la gestion calamiteuse des manifestations de la réforme des retraites, les émeutes et j'en passe. De France. Mais on parle de l'application de la loi, je fais une parenthèse, le suspect de l'assassinat d'une policière hier a été interpellé, et c'est vrai que c'est toujours la même question, à savoir, il y a eu une ordonnance judiciaire qui n'a pas été respectée, des faits de harcèlement, de violence, de menaces qui ont été signalés, ça durait depuis 5 ans dans ce cas-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Et jusqu'à la mort de cette femme. Donc, regardez ce qui s'est passé sur Naël. Les Français ont quand même dit, nous sommes du côté des forces de l'ordre, parce que louer sa caisse en Pologne, alors que nous, on n'a même pas ce niveau de voiture, être interpellé 14 fois, etc., etc. Les Français sont tristes, ça doit pas se terminer comme ça, mais ils en ont ras-le-bol que nos flics, qui sont bien formés, qui supportent des choses, mais moi je pense que je supporterais pas le cas chez moi des réflexions qui sont obligés de subir de gens qu'ils ne connaissent pas, eh bien, ces gens sont confrontés à des gens qui sont des multirécidivistes. Je vais dire quelque chose d'atroce. Les Français, pendant les attentats, on s'est moqué d'eux. On leur a mis des belles personnes en beaux uniformes de l'armée, dans des bagnoles où toute la journée, ils passaient leur temps à s'emmerder. On a fait rentrer, pour la première fois depuis très longtemps, l'armée sur le territoire. Pour dire, il y a peut-être un message. Discutez avec tous les militaires que vous connaissez, si tant est que vous en connaissiez. Ils vous expliqueraient comment ils peuvent s'articuler avec les forces de police, parce qu'ils savent faire du renseignement, parce qu'ils savent investir des endroits qui sont dangereux, parce qu'ils savent protéger les frontières contre l'entrée illégale, etc. Ils savent le faire. Et pourquoi ils savent le faire ? Parce qu'ils sont capables. Et l'armée française est la dernière avec les Américains et peut-être les anglo-saxons, à se projeter n'importe où, n'importe comment, et de s'installer et amener une guerre. On peut mener des guerres contre la drogue, on peut mener des guerres contre des formes d'incivilité, et conjuguer les forces de protection intérieure et extérieure pour apporter une solution efficace, parce que faire tourner des voitures avec des militaires et dépenser du gasoil pendant des années, c'est pas comme ça qu'on utilise nos personnels de l'armée. Valérie, sur le fait tragique dont vous parlez, ça pose une question. On a développé en France, et il faut mettre ça au crédit du gouvernement quand même, les ordonnances de protection, qui sont des ordonnances prononcées par un juge dans un délai le plus court possible, pas assez court aujourd'hui, mais qu'on ne cesse de raccourcir pour éloigner le mari ou le conjoint, c'est souvent un homme, violent, avant même toute condamnation, du domicile et de sa femme. Bon, manifestement, je ne connais pas exactement le dossier, mais ce que j'en ai lu, c'est qu'effectivement, malgré cette ordonnance de protection, en fait, il est revenu sur les lieux qui lui étaient interdits, et il a commis l'irréparable. Ça pose une question là aussi, je ne suis pas persuadé que ce soit l'armée, mais de coordination entre les services de justice. On en cesse d'en parler. Il y a des choses très pratiques qui font aussi que la vie des Français pourrait changer. Les services de la justice et les services de police ne collaborent pas assez. On le sait, ils ne coordonnent pas assez, ils n'ont même pas les mêmes outils informatiques pour communiquer entre eux. Il y a des rapports qui partent d'un procureur qui doivent passer par un nouveau système informatique pour aller jusqu'aux policiers. Donc il y a aussi une question de coordination de nos moyens et d'effort de nos moyens. Moi je suis d'accord avec ce que disait Jérôme Fourquet et ce que vous disiez Alexandra. Jamais on a mis autant de moyens dans notre pays que dans les forces de sécurité. Il faut le reconnaître. Jamais depuis au moins Nicolas Sarkozy. Enfin, ça remonte. On a mis autant de moyens dans nos forces de sécurité. Où sont les résultats ? Il y a un moment où les citoyens sont aussi en droit de dire où sont les résultats. On ne cesse de transformer notre législation pour la rendre plus répressive, pas suffisamment au goût de certains, peut-être autour de cette table, mais quand même, on ne cesse de renforcer les moyens de la justice et de la police.
Et manifestement, l'opinion publique continue à vivre non pas dans un sentiment, mais dans une réalité d'insécurité. Donc, où sont les résultats? Et nous sommes en droit d'attendre des résultats. Sinon, il va falloir aussi interroger la manière dont nous organisons nos forces de sécurité, nos forces de justice. Mais sur la question des violences faites aux femmes, il y a encore un sérieux sujet de formation des policiers et des gendarmes. Ils ont fait des progrès considérables. Ils ont fait des progrès considérables, évidemment qu'il faut le saluer, mais on doit aller plus loin. On voit bien que les féminicides, ça reste une tragédie. C'est évidemment, un vrai sujet qui est plus un problème psychologique, c'est de se dire malgré tous les moyens qu'on met, on reste avec des chiffres qui sont intolérables. Très bien, mais donc on voit bien qu'il faut on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Je voudrais qu'on revienne à Gérald Darmanin, donc cette déclaration, évidemment, c'est un peu gros, me paraît être une déclaration très politique et électoraliste si on suit on peut faire la trajectoire. Dans un an, on refait le même débat. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Évidemment. Éric Tegner. De toute façon, les Français sont d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de débats qui n'aboutissent pas forcément sur des choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faille lancer les débats, parce que je pense qu'à chaque fois aussi, on va dire mais pourquoi il y a eu telle prédisposition et ça c'est arrivé. C'est aussi parce que souvent, les gens autour de la table, la haute fonction publique, ceux qui décident, ils se disent un peu la même réflexion que vous aviez tout à l'heure quand je parlais de l'accord franco-algérien. Ok, mais si on le fait, qu'est-ce qui va se passer? Et donc ils ont toujours peur qu'à un moment donné, ça explose. Ils ont toujours peur d'être trop violents, etc. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas à un moment donné une application. Après, je pense que Darmanin, il fait pas uniquement ça pour de la communication. Emmanuel Macron a clairement dit, on verra bien encore ce qui se fait, mais pour le coup, depuis le mois de juin, il y a eu des sanctions qui ont été mises en œuvre contre les émeutiers. Le ministère de la Justice, parce que Dupond-Moretti passe toujours aussi sous les radars, mais lui, il doit quand même à un moment donné se responsabiliser. Ils ont essayé de sanctionner justement. Donc ça va dans la logique aussi, parce que il y a quand même eu un avant et un après des émeutes. Désolé de reparler de ce sujet. Quand on interroge les Français aujourd'hui sur, pour vous, quelle est la problématique qui est liée aux émeutes, ils vont pas forcément dire il y a un problème de psychologie aujourd'hui en France ou un problème d'éducation. Ils vont dire il y a un problème au niveau de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème au niveau de la population. C'est-à-dire qu'on est en train d'importer justement des problématiques d'incivilité qui, à l'époque, n'existaient uniquement que dans des pays extra-européens. Et aujourd'hui, on les importe chez nous. Et vu qu'on n'ose pas justement dire les termes, on va commencer simplement à expliquer qu'il faut plus de psy, qu'il faut justement être sur plus de répression. Moi, ce que j'essaie juste de rappeler, c'est qu'à un moment donné, il y a 40 ans, lorsqu'on avait justement une population française qui était civilisée, où il y avait quand même une forme d'homogénéité. Il y avait 4 fois plus d'homicides criminels. Il y avait plus de liberté, beaucoup plus de liberté. Ça veut dire qu'avoir plus de monde, être beaucoup plus dans la libre circulation, etc., in fine, c'est toujours plus de répression et toujours plus de violence. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que du coup, on se trouve à avoir même des incivilités entre gens où il ne devrait pas y en avoir. Aujourd'hui, le voisin est devenu quelqu'un d'insupportable. Il a tellement peur, en fait, qu'il y ait des problèmes dans son immeuble, etc., que quand vous lui faites rien aujourd'hui, quand vous êtes juste vous venez de prendre un appartement, vous êtes en train de prendre un verre, etc., c'est bon, il appelle la police et il l'envoie chez vous. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Donc, en fait, en ne traitant pas ce problème, on est en train aussi de retourner les Français qui posent pas de problème les uns contre les autres. Vous enfoncez un peu des portes ouvertes, relisez l'Assommoir. C'est mieux que vous qui essayez de les refermer. Ça a plus de 150 ans, les problèmes de voisinage, franchement, arrêtez. Et je le redis, les émeutiers qui ont été interpellés... si vous voulez qu'on revienne au 19e siècle, non, mais c'est comme vous voulez. C'est vous qui nous vendez. Je rappelle deux choses. En 1960 par rapport à aujourd'hui, c'est 4 fois plus de crimes qu'aujourd'hui. Donc la société française statistiquement était plus violente à l'époque rêvée que vous nous vendez systématiquement. Quel crime? Il faut voir la physionomie. Des crimes, je parle de crimes. Donc les crimes, c'est clair, c'est une qualification pénale qui n'a quasiment pas changé depuis 40 ans. L'autre chose quand même sur les émeutiers, oui. Vous faites un lien avec l'immigration. Non, mais vous faites un lien avec l'immigration. Moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec qui je veux. Vous faites un lien avec l'immigration, mais les émeutiers qui ont été interpellés et pour certains lourdement condamnés et justement condamnés. Étaient français parce que c'est une ancienne immigration qui a été nationalisée. Étaient français, certains, la majorité depuis 3 générations. Donc je ne sais pas quel est votre projet de remigration, mais manifestement ça va concerner du monde. C'est absolument pas ça. C'est qu'en fait, c'est génial. C'est un peu comme Macron justement qui a dit oui, il y avait pas de problème d'immigrés, etc. Ils étaient tous français. Mais là, on vous parle de français. Le souci, en fait, on est en train de parler. Ils sont plus français que moi. Je suis désolé d'essayer de me projeter. En fait, vous savez, peut-être
que c'est une question d'âge aussi. J'essaye de me projeter un peu sur je les l'avais 30 pas eu, prochaines ça, années. la critique sympathique Moi, de ce qui me pose problème, c'est que c'est une génération, souvent, c'est une génération, désolé, de ceux qu'on appelle les 68ards, qui à l'époque, ils disaient, on va accueillir tout le monde, il y aura pas de problème, etc. Il y aura pas de problème. Et en fait, ils disaient, oui, mais en fait, aujourd'hui, les Français, etc. Les gens qui posent problème aujourd'hui sont des gens, justement, qui sont français. dont les parents ont été nationalisés à l'époque. Naturalisés, pardon. On disait, ça posera pas de problème. Et aujourd'hui, effectivement, ça devient des Français. On peut plus le dire parce qu'on nous dit, on va pas leur enlever la nationalité. Donc, mais vous les qualifiez d'immigrés, vous? Non, je suis juste en train de vous dire qu'en fait, pour éviter le problème, il va falloir arrêter justement de naturaliser plus de monde pour éviter que dans 20 ans, il y ait une nouvelle personne comme vous qui disent, ah oui, mais de toute façon, on peut pas poser ce constat parce qu'aujourd'hui, ils sont français. Allez, petite pause, 11h44 sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. J'hésite à aborder le sujet suivant, tant celui-ci a été compliqué et on ne vous a pas mis d'accord. Néanmoins, l'actualité, c'est cette lettre du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a été envoyée hier, la veille de la pré-rentrée des enseignants, une note de service aux chefs d'établissement au sujet de l'interdiction de l'abaya et du camis. Et il les a assurés de son devoir absolu d'être toujours à leur côté. Donc, il a donné des directives et en tout cas des indications et un soutien pour les chefs d'établissement qui vont être confrontés certainement le jour de la rentrée à des élèves qui vont venir avec des abayas et des camis. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de la provocation lundi, que ça va être facile à faire respecter, puisqu'on parlait de faire respecter la loi? Là, il ne s'agit pas d'une loi, mais d'une directive. Bon, alors, l'abaya rentre clairement dans la catégorie des signes religieux et tombe sous la loi de 2004. Oui, mais moi, je pense que c'est un vêtement identitaire. C'est même au-delà d'un vêtement identitaire, c'est la tenue de l'ennemi. Donc, il n'y a pas de sujet pour moi. Donc, moi, je me réjouis que Gabriel Attal ait tenu un discours aussi ferme et aussi clair. Il faut savoir dans quelle solitude étaient les proviseurs et les équipes pédagogiques face à ce qui était quand même un vrai sujet, un vrai fléau. Parce qu'il ne s'agit pas de le nier, parce que si on s'est emparé du sujet, c'est que c'était un vrai sujet. On nous a dit non, ça n'existe pas, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. Il y a une vraie tentative d'entrisme islamique à l'école de la République. Voilà. Et il faut que tout le monde soit d'accord sur le sujet. Maintenant, je pense effectivement qu'il y aura des provocations lundi. Ça me paraît inévitable. Je trouve que le message envoyé par Gabriel Attal est suffisamment ferme pour que les équipes pédagogiques se sentent suffisamment accompagnées pour aller jusqu'au bout. Ouais. Ça, je crois qu'on doit tous collectivement s'en réjouir. Nous, d'ailleurs, à la région Île-de-France, Valérie Pécresse a décidé d'attribuer la protection fonctionnelle à ses agents s'ils sont menacés. Je crois que c'est important aussi. Tout le monde se soutienne le ministre de l'Éducation nationale. Je vois quand même fleurir sur TikTok des hashtags Gabriel Attal pour obtenir des réductions sur les abayas. Donc il y aura forcément quelques provocations, mais j'ai l'impression quand même que on est préparé et que on saura gérer. Oui. C'est une réponse Nicolas claire. Corato. C'est une réponse claire du ministre qui était attendue, qui précise le cadre de l'application de la loi de 2004 et qui surtout a un intérêt au-delà de la clarification, c'est de ne pas laisser les directeurs d'établissement tout seuls. Ah oui, c'était le cas. Ce qu'avait dit Pap Ndiaye. C'était effectivement la problématique qu'avait posée la position de Pap Ndiaye et qui laissait les directeurs d'établissement tout seuls face au sujet. Là, ce qui est intéressant dans les textes que le ministre a publiés, c'est notamment la possibilité pour les directeurs d'établissement de recourir au service de l'académie, voire même de déléguer à l'inspecteur ou au directeur du rectorat ou à des membres du rectorat la tenue des conseils de discipline si jamais effectivement. Donc il y a une mobilisation des structures centrales du ministère qui a pris conscience qu'ils ne pouvaient pas laisser les directeurs d'établissement sur le terrain tout seuls face à ce phénomène. Moi je trouve qu'il y a un manque mais peut-être qu'on verra par la suite. Je pense qu'il y a, j'ai lu attentivement sa lettre au professeur, donc il y a une exhortation à la pédagogie. Il ne faut pas que ce soit ressenti uniquement pour une sanction. Ces élèves se comportent
normalement scolairement, donc il n'y a pas de raison donc il faut leur expliquer. À mon avis, c'est un bon moyen aussi de revenir sur la pédagogie, sur la loi de 1905 et la loi de 2004. Il faut expliquer aux élèves le cadre légal dans lequel ils participent à la vie scolaire. Il manque un point, à mon avis, c'est se poser la question aussi, dont je pense notamment aux jeunes femmes, dont on utilise aussi ces moments-là pour travailler sur leur émancipation. Parce que le sujet, il se traite à l'école, mais en fait, l'émancipation des jeunes femmes, il se traite aussi dans toute la vie civile. Et il ne faudrait pas qu'elles enlèvent la baya à l'école et qu'elles la remettent à l'extérieur. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'elle la porte à l'extérieur. J'ai pas de souci là-dessus. Non, mais pardon, excuse-moi. Ouais. Non, mais vous parlez d'émancipation. C'est la loi de 1905. Oui, mais vous parlez d'émancipation. Oui, mais justement, moi, j'aimerais qu'on travaille à l'émancipation et à aider ces femmes à progresser vers l'émancipation. Moi, je suis pas pour que les femmes portent le voile ou la baya. Non, mais je le dis. Mais je dis simplement que ça doit procéder dans la vie civile d'un choix, et que ce choix-là, il faut aussi que l'école y participe, et que c'est peut-être le moyen de travailler sur l'émancipation de d'avoir ces un vrai jeunes femmes. travail pédagogique. Mais en même temps, il faut aussi qu'on pose les vrais problèmes et qu'on dise concrètement ce qui se passe dans nos banlieues et ce que subissent les jeunes filles. Mais voilà, si on veut parler d'émancipation des jeunes filles, il faut aussi dire les choses. C'est pour ça que je pense que ces jeunes femmes, elles ont besoin d'aide. Absolument. Et pas uniquement d'un message qui pourrait passer comme une sanction. Je pense qu'il y a une aide à leur fournir aussi pour les amener à l'émancipation. Très bien, mais c'est les aider que leur permettre d'être à l'école sans ce vêtement qui les réduit à un bout de viande. Mais on est tout à fait d'accord. Juste, parenthèse encore, on voit de plus en plus de femmes dans l'espace public entièrement voilées dans certains arrondissements de Paris. Parce qu'encore une fois, la loi n'est pas appliquée. Parce que la loi n'est pas appliquée. Oui, mais la loi n'est pas appliquée. Donc c'est la question. On va en parler au service de police. Je vous invite à lire un excellent interview qu'a donné Jean-Éric Schottel, donc l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, au Figaro. C'est intéressant tous les points. Il explique justement que c'est la loi de 2004, qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais il relève deux choses. La première, c'est que il pose une question qu'un politique ne peut évidemment pas poser aujourd'hui, qui est que un certain nombre de professeurs, qui sont très proches aussi des théories de la France insoumise, n'appliqueront pas ce type de sanctions et n'iront pas justement voir les enfants pour leur dire de ne pas rentrer ou d'ôter ce voile. C'est pour ça qu'il y aura énormément de recours, etc., qui vont justement être faits. Donc ça, c'est un sujet. Un politique, évidemment, qui ne doit pas aujourd'hui commencer à dire qu'il va falloir sanctionner les professeurs ou l'établissement s'ils n'appliquent pas la règle. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, cette question-là, elle se posera. Mais évidemment, aujourd'hui, il faut faire preuve de pédagogie. Le deuxième élément, c'est qu'on pose toujours la question de l'émancipation des femmes, ce qui est vrai. Mais dans le même temps, il y a énormément de femmes qui aiment porter ce voile. Et qui, quand ils vous entendent certainement aujourd'hui dire il va falloir justement les aider à sortir, etc., je pense qu'elles en rient. Alors qu'est-ce que dit justement Jean-Éric Schottel là-dessus ? Il dit qu'à un moment donné, les sanctions de toute façon vis-à-vis des enfants, ils vont être justement proportionnés selon si la personne est venue pour une provocation. Et si du coup l'enfant est venu avec un abaya pour provoquer, il pourra être expulsé. Se pose la fameuse question que vous posiez tout à l'heure. Du coup, où est-ce qu'il va terminer ? Il terminera souvent dans une école confessionnelle. Et Jean-Éric Schottel dit clairement, eh bien tant mieux, parce qu'à un moment donné, au moins, cette personne-là ne va pas contaminer et radicaliser les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on ne peut pas, dans l'immédiat, sauver tout le monde. Et donc, il y a des personnes qui sont réellement radicalisées, et elles, il faudra être intraitables, et il faudra justement les expulser de ces établissements, même si elles finissent dans des établissements confessionnels, justement, en plus qu'on peut suivre. On parle d'adolescents. Je vous renvoie au débat de la loi de 2004. On avait dit que toutes les jeunes femmes allaient quitter l'école, manifestement. Elles y sont restées. Elles y sont restées. Donc notre système est bien plus, bien plus massif que ça. L'école est gratuite, obligatoire. Rappelons-nous quand même que lorsqu'on a ouvert ce débat sur le voile, on ne peut pas taxer René Raymond d'être un affreux gauchiste, dont chacun sait ici qu'il a quand même théorisé les trois droites en France. René Raymond avait dit on met le doigt dans quelque chose qui va rendre les relations entre les gens extrêmement compliquées. Et lorsque la loi de 2004 est passée, il avait dit ça ne résoudra pas le problème des chefs d'établissement par rapport à ça. Toutefois, ce qui s'est passé lorsque Samuel Paty a été assassiné, la violence est rentrée à l'école, et votre question concernait non pas le sujet de l'abaya, mais la posture du ministre. Je pense que par rapport à ça, le ministre a bien fait son job vis-à-vis de ces gens qui sont les gardiens de l'éducation de nos enfants, et non pas de juger si c'est Zara, H&M, Nike ou je ne sais trop quoi qui doit être le garant de la rédaction des règles vestimentaires dans l'école. C'est pas pour ça. Nike qui propose donc maintenant de ce point de vue-là, je pense que les personnels enseignants vont se
sentir un peu plus soutenu, parce que depuis que Samuel Paty a été assassiné, on n'est plus dans un débat, est-ce que c'est le vêtement, est-ce qu'on respecte tout ça, voilà. Les gens ont décidé de faire rentrer la violence et de contester notre modèle et de le faire de la pire des façons, et ce sont nos professeurs, nos enseignants qui sont face à ça. Et donc voilà, cette réponse par rapport à ça. Mais ça veut dire aussi que c'est pour moi inquiétant qu'on a envoyé Pape Ndiaye comme ambassadeur auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. À un moment donné, moi j'appelle ça un désaveu de la part d'Attal, justement, qui dès le début, et le fait très bien, parce que sur l'application pour une fois, il a anticipé. Ça veut dire qu'il ne l'a pas fait en milieu d'année scolaire. Il l'a fait avant, il a communiqué dessus. On a eu le temps justement d'en parler. Et c'est ça aussi qu'on attend à un moment donné des politiques, c'est qu'ils puissent justement anticiper. Et là-dessus, il a pris un risque, mais en tout cas, d'un point de vue politique, il est assez gagnant, en plus de mettre de l'ombre. D'ailleurs, on se demande si c'est vraiment sa décision à lui, parce que quand on lui demande si lui, il est d'accord, il faut l'assumer quand même. Donc est-ce que c'est pas Macron directement? Ça serait la question à poser. Dans un instant, c'est Alexis Poulain. C'est un nouveau rendez-vous sur Sud Radio entre 12h et 13h, et ensuite André Berkoff et Céline Alonso pour la culture. Très bon week-end à tous.